Ce chapitre est intitulé Transformation de Fourier. Il s'agit d'une notion analogue à la théorie des séries de Fourier pour les fonctions qui ne sont pas périodiques. Mais on peut la considérer comme étant une extension de la théorie des séries de Fourier pour les fonctions dont la période est infinie. Les applications principales de cette transformation de Fourier consistent à résoudre les équations différentielles ordinaires et les équations aux dérivées partielles qu'on va voir à la fin de ce chapitre. On va traiter cette notion suivant plusieurs sections. Dans la première section, on va voir la liaison entre la transformation de Fourier et la théorie des séries de Fourier. Et puis on va définir la transformation de Fourier. Ensuite, on va considérer un exemple de la distribution de Dirac pour laquelle on va calculer la transformation de Fourier. Et dans la quatrième section, on va traiter quelques propriétés classiques pour aborder par la suite la transformée de Fourier du produit de convolution qui constitue une notion très importante, notamment pour la résolution des équations différentielles. Et puis dans l'avant-dernière section, on va définir la transformée de Fourier inverse. Et à la fin, on va traiter quelques exemples de la résolution des équations différentielles en utilisant la transformation de Fourier. Dans cette première section qui représente une première approche de la liaison entre les séries de Fourier et la transformation de Fourier, je rappelle que pour une fonction t périodique, on peut la décomposer en une série de Fourier ou bien une série trigonométrique ou encore en termes d'une sommation infinie de fonctions exponentielles complexes, où cette quantité possède une dimension de fréquence, lorsque n décrit l'ensemble des entiers relatifs. Et puis les coefficients de Fourier Cn sont déterminés en relation avec la fonction f à travers cette intégrale. Je rappelle encore que pour une fonction qui n'est pas périodique, elle est considérée quand même comme une fonction dont la période est infinie. Et dans ce cas, lorsque la période est trop grande, l'ensemble des fréquences n sur t peut parcourir presque toutes les fréquences s. Donc on est passé d'une succession de fréquences à un ensemble continu de fréquences. Et par conséquent, on peut passer d'une sommation discrète au sens des séries à une sommation continue au sens du calcul intégral. On peut remarquer dans cette relation la présence de la période t, puisqu'on est passé de la variable discrète n à la variable continue s à travers cette relation. Et puis, en remplaçant les coefficients de Fourier par leur expression et en faisant tendre le t vers l'infini, on obtient cette intégrale, où ce terme représente ce qu'on appelle la transformée de Fourier de f, qu'on peut noter par f chapeau ou bien en utilisant cette expression. C'est une relation qu'on peut encore écrire sous cette forme, où la variable t est en seconde et la variable s représente la fréquence. Passons maintenant à la section suivante, dans laquelle on va fixer le cadre fonctionnel de l'étude de la transformation de Fourier. Il s'agit de l'espace L1 de R, c'est-à-dire les fonctions qui sont définies de R à valeur réelle, continues par morceaux, et qui vérifient cette condition, c'est-à-dire l'intégrale de leur valeur absolue converge. Si on considère cette fonction définie par cette expression, alors on peut montrer qu'elle appartient à l'espace L1, puisque l'intégrale de sa valeur absolue converge et il est égal à 2π. Par contre, si on considère la fonction g de t égale à t au carré, on peut montrer qu'il n'appartient pas à cet espace L1 de R, puisque l'intégrale de sa valeur absolue diverge et elle est égale à plus l'infini. En général, toutes les fonctions polynomiales, sauf les fonctions nulles, n'appartiennent pas à cet espace L1 de R. En ce qui concerne les conventions alternatives utilisées par certains physiciens, et pour des raisons de symétrie avec la transformée de Fourier inverse qu'on va voir par la suite, on peut définir la transformée de Fourier de la fonction f en utilisant cette expression. Mais le problème qu'on envisage à travers cette définition, c'est qu'elle ne vérifie pas cette propriété qui fait la liaison entre le produit des transformées de Fourier de f et g et le produit de convolution qu'on va voir dans la section de la transformée du produit de convolution.
Et donc, pour conserver cette propriété avec égalité, on peut définir la transformée de Fourier pour les fonctions LA intégrables à travers cette relation sous forme d'une intégrale généralisée. Et c'est une transformée de Fourier qu'on note par f chapeau ou encore en utilisant cette expression. Il faut préciser ici que la transformée de Fourier de f est définie par une intégrale dépendant du paramètre s, contrairement à la transformée de Laplace qu'on va voir dans le chapitre suivant, où l'intégrale qu'on va étudier dépend d'un paramètre complexe. Et puis, similairement à la théorie des séries de Fourier, cette équation représente ce qu'on appelle le spectre de f dans le domaine des fréquences S. Alors, en se basant sur la définition de la transformée de Fourier, on peut traiter quelques cas particuliers, notamment lorsque la fonction f est paire, on peut utiliser la définition, décomposer la fonction exponentielle en cosinus et en sinus pour avoir la transformée de Fourier d'une fonction paire sous cette forme, puisque l'intégrale de f fois sinus est nulle et qui est due au fait que f fois sinus est une fonction impaire. Ce sont deux fonctions de parité différentes. Mais lorsque la fonction est impaire, on peut montrer que la transformée de Fourier de cette fonction dans ce cas s'écrit sous cette forme en profitant du fait que l'intégrale de f fois cosinus est nulle, puisque f fois cosinus est une fonction impaire. Considérons maintenant un exemple de la fonction porte définie par cette expression. Comme on peut le voir, il s'agit d'une fonction paire qui est égale à 1 sur l'intervalle moins 1,5, 1,5 et qui est nulle à l'extérieur de cet intervalle. En utilisant la définition de la transformée de Fourier et en profitant du fait que cette fonction porte est paire, l'expression de la transformée de Fourier sera réduite à cette intégrale qu'on peut calculer facilement pour obtenir cette fonction appelée sinus cardinal représentée sur cette figure. Le deuxième exemple, il s'agit d'une fonction exponentielle où le paramètre a est strictement positif. On utilise la définition de la transformée de Fourier et en profitant de la parité de cette fonction, alors l'expression de la transformée de Fourier de cette fonction sera réduite à cette intégrale qu'on peut calculer à travers deux intégrations par partie. Et c'est une fonction qu'on peut représenter graphiquement en utilisant des logiciels appropriés. Passons maintenant à la section suivante qui concerne la notion de distribution de Dirac et considérons tout d'abord une fonction impulsion définie par cette expression. C'est une généralisation de la fonction porte qu'on a vue dans l'exemple précédent. Et on peut toujours exprimer cette fonction impulsion en fonction du signal porte à travers cette relation. Maintenant, si on essaie de calculer la transformée de Fourier de cette fonction impulsion, on profite toujours de la parité de la fonction impulsion pour réduire l'intégrale généralisée sous cette forme et qu'on peut calculer facilement pour avoir cette fonction. Maintenant, on va admettre que lorsque le paramètre t tend vers 0, notre fonction impulsion tend vers ce qu'on appelle une distribution de Dirac notée par delta. Et puis, sachant que cette fonction converge vers 1 lorsque t tend vers 0, et donc on obtient que la transformée de Fourier de la distribution de Dirac est égale à 1. Et par conséquent, cette propriété justifie bien la représentation graphique de la distribution de delta par une simple impulsion unité. Pour généraliser cette notion de distribution de Dirac, on peut considérer des fonctions test, c'est-à-dire des fonctions indéfiniment dérivables à support compact, pour définir la distribution de Dirac appliquée à cette fonction test sous cette forme, et puis on peut dériver cette distribution à l'ordre m en utilisant cette relation.
Je précise que ces notations sont souvent utilisées en physique théorique et notamment en physique quantique. Et plus généralement, on peut définir la distribution de Dirac en un point A et on note delta A en utilisant cette expression, toujours en considérant phi comme étant une fonction test. À partir de cette généralisation, il faut préciser que même si on a l'habitude d'utiliser ces notations de la distribution de Dirac en fonction de x, cette écriture ne signifie pas qu'il s'agit de fonctions. Ce sont des distributions qui ne subissent pas en général les propriétés mathématiques classiques pour les fonctions. Et puis, je rappelle que la distribution de Dirac au point A représente une masse ou bien une charge en un point donné A. On peut également généraliser cette distribution de Dirac à 3 dimensions pour une bonne représentation mathématique correcte des charges ponctuelles et superficielles en électrostatique, et qui sont représentées par ces relations suivant la nature de la représentation ponctuelle, superficielle ou encore linéaire. En ce qui concerne les propriétés associées à la transformation de Fourier, on commence par ce résultat dans lequel on peut montrer que la transformée de Fourier est une fonction continue, bornée, et puis elle tend vers 0 lorsque les fréquences tendent vers plus l'infini en valeur absolue. En effet, la question de la continuité résulte du théorème de continuité d'une intégrale qui dépend d'un paramètre, et puis on peut montrer facilement que cette transformée de Fourier est bornée en utilisant tout simplement la définition et en profitant de l'intégrabilité de la fonction f. Pour montrer que la transformée de Fourier converge vers 0 lorsque les fréquences tendent vers plus l'infini, on peut utiliser la définition de la transformée de Fourier. On introduit le terme exponentiel moins ipi qui est égal à moins 1, et dans le passage suivant, on fait un changement de variable en considérant t plus 1 sur 2s égale à 1. Ensuite, on peut majorer le module de cette transformée de Fourier en utilisant cette inégalité dans laquelle le module de cette fonction exponentielle égale à 1, ce qui permet de restreindre l'intégrale à cette expression qui converge vers 0 lorsque les fréquences tendent vers plus l'infini en valeur absolue. Et donc, on peut déduire que la transformée de Fourier également converge vers 0 lorsque la valeur absolue de S tend vers plus l'infini. On peut également traiter d'autres propriétés associées à la linéarité, puisque la transformée de Fourier s'exprime sous forme d'une intégrale qui est également distributive par rapport à la somme. Et donc, pour justifier ce résultat, il suffit de considérer deux fonctions f et g et deux paramètres complexes lambda et mu, utiliser la définition pour la transformée de Fourier de lambda f plus mu g pour avoir cette combinaison des transformées de Fourier des deux fonctions f et g. Une autre notion qui concerne la translatée et la dilatée d'une fonction. Tout d'abord, on définit la translatée d'une fonction f par cette relation, et puis on définit la dilatée de f en a en utilisant cette formule. Maintenant, et à la base de ces définitions, on peut justifier la dualité entre la translation et la modulation en considérant une fonction f L1 intégrable et un paramètre a réel. Donc, on peut montrer cette relation qui représente la formule du retard lorsque le paramètre a est strictement positif. Et on peut également justifier ce résultat, appelé translation de l'image, en utilisant la définition de la transformée de Fourier et éventuellement des changements de variables classiques. Pour cette dualité entre la translation et la modulation, je précise que si on translate le signal, alors
on module en fréquence sa transformée de Fourier, c'est-à-dire elle sera multipliée par cette fonction exponentielle complexe. Et inversement, lorsqu'on module la fonction f en la multipliant par cette fonction exponentielle, on translate sa transformée de Fourier. Et je note ici que cette écriture représente la transformée de Fourier de la fonction qui dépend de t. Et on peut bien remarquer que cette transformée de Fourier ne dépend que de la variable s. Pour illustrer ces propriétés, on peut par exemple calculer la transformée de Fourier de la fonction trigonométrique cosinus t après avoir la décomposée en fonction exponentielle en utilisant les relations d'Euler. Pour la propriété de la translatée, on peut calculer la transformée de Fourier de la translatée de la distribution de Dirac en utilisant la formule du retard, et on profite ensuite du fait que la transformée de Fourier de cette distribution de Dirac est égale à 1. Dans le troisième exemple, on calcule la transformée de Fourier de la modulation de la fonction porte, c'est-à-dire qu'on va translater la transformée de Fourier de la fonction porte, et ensuite on utilise le résultat qu'on a déjà trouvé dans les exemples précédents. Une autre propriété concerne la dualité entre l'étalement et la concentration à travers cette relation qui représente ce qu'on appelle un changement d'échelle. C'est-à-dire, la dilatée de la transformée de Fourier de f s'écrit en fonction de la transformée de Fourier de la dilatée de f par 1 sur a. Et cette relation signifie que plus un signal est étalé, plus sa transformée de Fourier est concentrée. Une autre propriété très importante qu'on envisage souvent lors de la résolution des équations différentielles ordinaires ou bien les équations aux dérivées partielles, c'est au niveau de la dualité entre la régularité et la décroissance. En considérant une fonction f suffisamment régulière et qui possède des dérivées intégrales. Alors on peut établir cette relation qui permet d'enlever les dérivées en multipliant la transformée de Fourier de f par 2ips à la puissance p. En particulier, cette transformée de Fourier décroît plus rapidement que 1 sur la valeur absolue de s. Maintenant, si on suppose que cette fonction est intégrable, alors on peut montrer que la transformée de Fourier de f sera p fois dérivable, et on peut calculer ces dérivées en utilisant cette relation qu'on peut montrer également par récurrence. Et au niveau de la première relation, on peut remarquer que plus un signal est régulier, c'est-à-dire il possède plus de dérivées, alors sa transformée de Fourier décroît rapidement. Et pour illustrer cette propriété de dérivée, on peut calculer la transformée de Fourier des dérivées d'ordre m de la distribution de Dirac en utilisant cette relation et en profitant du fait que la transformée de Fourier de la distribution de Dirac est égale à 1. Pour le deuxième exemple, si jamais on considère une fonction u qui dépend de deux paramètres t et x, par exemple une solution d'une équation aux dérivées partielles, alors on peut calculer la transformée de Fourier de cette fonction par rapport à x. Et on utilise ensuite cette relation lorsque p égale à 2 pour avoir ce résultat. Le troisième exemple, on utilise la formule de la dérivée de la transformée de Fourier qui permet d'établir cette relation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cette relation permet de résoudre pas mal d'équations différentielles ordinaires ou bien d'équations aux dérivées partielles en observant qu'à travers cette transformée de Fourier, on peut enlever la dérivation qui constitue l'obstacle principal lors de la résolution des équations différentielles. On passe maintenant à la section suivante, dans laquelle on va étudier la notion du produit de convolution et sa transformée de Fourier. Et c'est une notion qui consiste à déterminer l'existence d'une fonction h qui vérifie cette relation à la donnée de deux fonctions f et g intégrales. La réponse à cette question
consiste à exprimer les deux transformées de Fourier de f et g, et puis on regroupe toutes les fonctions sous l'intégration double. Ensuite, on peut utiliser ce changement de variable pour établir cette intégrale qu'on peut noter par h de x, et c'est cette fonction qui résout le problème dont la transformée de Fourier vérifie cette égalité. Et donc, à partir de cette justification, on peut bien définir le produit de convolution de deux fonctions L1 intégrables en utilisant cette formule. Je rappelle que l'élément neutre du produit de convolution n'est autre que la distribution de Dirac delta. Et la première propriété associée à cette définition réside au niveau de la commutativité du produit de convolution. Et puis, on peut bien établir cette relation entre la transformée de Fourier du produit de convolution de f et g et le produit des deux transformées de Fourier de f et g. En effet, la commutativité découle directement de la définition du produit de convolution, et puis pour établir cette relation, on peut bien reprendre les mêmes justifications lors de la résolution du problème du produit de convolution qu'on a traité au début de cette section. Maintenant, et après avoir déterminé la transformée de Fourier, on va présenter ici la transformée de Fourier inverse d'une fonction f, L1 intégrable, toujours, en utilisant cette relation. C'est une transformée qui vérifie également toutes les propriétés qu'on a déjà vues concernant la transformée de Fourier, à savoir la linéarité, et puis la dualité entre la translation et la modulation, ensuite la dualité entre l'étalement et la concentration, et finalement la dualité entre la régularité et la décroissance. Ce sont des résultats qu'on peut justifier facilement en utilisant juste la définition de la transformée de Fourier inverse et des changements de variables simples. Le résultat principal associé à la transformée de Fourier inverse est la formule d'inversion qui permet de récupérer la fonction originale en calculant la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier de f pour avoir cette moyenne où le t plus représente la limite en t à droite et le t moins représente la limite en t à gauche. Et lorsque la fonction f est continue en t, cette moyenne n'est autre que f de t. Pour justifier ce résultat, on va essayer de calculer la transformée de Fourier inverse de cette fonction et puis on va faire tendre le epsilon vers 0. Or, par définition, on aura cette intégrale. Après, on peut regrouper les fonctions exponentielles sous la même intégration. Ensuite, on peut remplacer cette intégrale par sa valeur en utilisant la théorie des résidus. Et puis, on peut considérer ce changement de variable pour simplifier l'expression de l'intégrale. Et là, on peut faire tendre le epsilon vers 0 pour avoir cette relation. On peut encore remplacer cette intégrale par sa valeur, qu'on peut montrer en utilisant les coordonnées polaires, et on aura finalement cette moyenne lorsque f n'est pas continue en t, ou bien on récupère l'expression de f lorsque le t est un point de continuité pour la fonction f. C'est-à-dire qu'on peut récupérer l'expression de notre fonction originale en appliquant la transformée de Fourier inverse à la transformée de Fourier. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'ensemble de ces résultats sont très importants lorsqu'on utilise la transformée de Fourier ou bien la transformée de Fourier inverse pour la résolution des équations différentielles. Et pour illustrer la formule d'inversion, on va essayer de montrer que la transformée de Fourier de cette fraction rationnelle n'est autre que cette fonction. C'est un exemple qu'on peut traiter en utilisant deux méthodes. La première consiste à appliquer la théorie des résidus, et la deuxième méthode consiste à appliquer la formule d'inversion. On calcule d'abord la transformée de Fourier de cette fonction exponentielle. C'est un résultat qu'on a déjà établi dans un exemple précédent. Et puis on applique la transformée de Fourier inverse en utilisant la formule d'inversion et en profitant de la continuité de la fonction f en t pour récupérer notre fonction originale.
Maintenant, on exprime cette fonction originale en relation avec la transformée de Fourier des inverses de cette fraction rationnelle et on factorise par ce coefficient. Et puis, on peut utiliser un changement de variable u égale à moins s pour avoir cette intégrale et qui n'est autre que la transformée de Fourier de cette fonction. Et en particulier, lorsque ce coefficient est égal à 1, on obtient la transformée de Fourier de notre fonction de départ. Passons maintenant à la dernière section qui consiste à résoudre des équations différentielles en commençant par la résolution d'équations différentielles ordinaires. Et donc, la méthode consiste à appliquer la transformée de Fourier pour cette équation différentielle où L est un opérateur différentiel à coefficient constant pour obtenir une équation algébrique sous cette forme et qui permet d'exprimer la transformée de Fourier de la solution de l'équation différentielle ordinaire en termes de ce rapport. Et là, on peut envisager deux situations. Dans la première situation, on peut exprimer la transformée de Fourier de la solution de l'équation différentielle en termes de ce produit où la fonction h n'est autre que la transformée de Fourier inverse de 1 sur p. On utilise ensuite la propriété de la transformée de Fourier du produit de convolution et qui permet donc de trouver la solution de l'équation différentielle en termes de ce produit de convolution, où la fonction h représente ce qu'on appelle la réponse impulsionnelle ou bien fonction de Green de l'opérateur différentiel L dans notre équation. La deuxième situation qu'on peut envisager, c'est lorsque la transformée de Fourier de la solution de l'équation s'écrit sous la forme d'une fraction rationnelle qu'on peut décomposer en éléments simples. Et à partir de là, on applique la transformée de Fourier inverse à chaque élément de cette décomposition pour exprimer la solution de l'équation différentielle. Pour illustrer cette méthode de la résolution des équations différentielles en utilisant la transformée de Fourier, on considère cette équation différentielle d'ordre 2, on suppose que la solution f est de classe C2. Cette équation est munie de cette condition aux limites et le paramètre a est un réel non nul et g est une fonction donnée. Pour résoudre ce problème, on applique la transformée de Fourier à notre équation et on profite de la linéarité de la transformée de Fourier. On utilise la propriété de la transformée de Fourier de la dérivée de f pour exprimer la transformée de Fourier de la solution sous cette forme. Ensuite, on peut soit exprimer la solution de l'équation différentielle en termes d'un produit de convolution, ou bien, si jamais cette expression représente une fonction dont on peut déterminer la transformée de Fourier inverse, par exemple une fraction rationnelle qu'on peut décomposer en éléments simples, et donc on peut expliciter la solution de l'équation différentielle. On va maintenant résoudre quelques exemples d'équations aux dérivées partielles en commençant par l'équation de la chaleur exprimée par cette relation et qui modélise la distribution de la température dans un milieu unidimensionnel, par exemple dans une barre. Cette relation correspond à la variation de U par rapport au temps et le Laplacien de U par rapport aux variables spatiales. Dans notre cas, ce Laplacien n'est autre que la dérivée seconde par rapport à x, puisqu'on considère cette équation dans un milieu unidimensionnel. Je rappelle également que cette équation peut modéliser la diffusion d'une onde électromagnétique dans une épaisseur donnée, la diffusion de l'eau dans le col, la diffusion du prix dans un marché financier, etc. Et parfois, il convient d'ajouter des conditions aux limites et une donnée initiale. On peut également considérer d'autres types de problèmes, à savoir équation de la chaleur avec un second membre, lorsqu'on modélise un système physique dans lequel il y a apport d'extérieur de la chaleur. Et également, on peut imposer quelques conditions aux limites plus complexes, à savoir des conditions de Dirichlet et conditions de Newman. L'exemple qu'on va traiter par la suite
concerne la propagation de la chaleur dans une barre, c'est-à-dire dans un milieu unidimensionnel. La première équation représente la propagation de la chaleur, la deuxième représente la position initiale, et puis la troisième est une condition aux limites qui représente le comportement de la solution ainsi que sa variation par rapport à x aux extrémités de la barre. Et donc pour chercher la solution de cette équation, on applique la transformée de Fourier à l'équation de la propagation de la chaleur par rapport à x, où la transformée de Fourier de la dérivée de u par rapport à t n'est autre que la dérivée de la transformée de Fourier de u. Et puis la transformée de Fourier de la variation de u par rapport à x correspond à cette expression en utilisant les propriétés qu'on a vues auparavant. Et là, il s'agit d'une équation différentielle ordinaire qu'on peut résoudre facilement pour obtenir cette solution où le paramètre a est déterminé à partir de l'équation 2, c'est-à-dire en appliquant la transformée de Fourier à la position initiale f et on remplace le t par 0 dans l'expression de la transformée de Fourier de la solution. On obtient que le coefficient a n'est autre que la transformée de Fourier de la fonction f et on remplace dans l'expression de la transformée de Fourier de u pour avoir cette relation. Maintenant, on peut remplacer cette fonction exponentielle par la transformée de Fourier de g, où la fonction g est exprimée par cette formule. Ensuite, on utilise la propriété de la transformée de Fourier du produit de convolution. Et finalement, on applique la transformée de Fourier inverse pour déterminer la solution finale de notre équation aux dérivées partielles. Ensuite, on va traiter l'exemple de l'équation d'onde, qui est une équation générale décrivant la propagation d'une onde et qui peut être représentée par une grandeur scalaire ou bien vectorielle. Dans le cas scalaire, on obtient cette équation, appelée équation de D'Alembert, sous forme d'égalité entre la dérivée seconde de u par rapport à la variable temporelle et le Laplacien de u, qui n'est autre que la somme des dérivées secondes de u par rapport aux variables spatiales. Le coefficient c représente ce qu'on appelle le coefficient de propagation de l'onde. En particulier, on va traiter la propagation d'une onde dans un milieu unidimensionnel suivant une seule direction. Ici, cette première égalité représente la propagation de l'onde. La deuxième est une condition qui représente la position initiale, où la fonction f est donnée. La troisième est une condition qui représente la vitesse initiale. Et puis, celle-là est une condition aux limites qui représente le comportement de la solution ainsi que sa variation par rapport à x aux extrémités du milieu de propagation. Et donc, en appliquant la transformée de Fourier à l'équation par rapport à x, on obtient cette relation et on profite des propriétés qu'on a vues au cours de ce chapitre pour réécrire cette égalité. En particulier, la transformée de Fourier de la dérivée seconde de u par rapport à t n'est autre que la dérivée seconde par rapport à t de la transformée de Fourier de la solution. Ensuite, la transformée de Fourier de la dérivée seconde par rapport à x n'est autre que 2i pi s au carré fois la transformée de Fourier de la solution. Et là également, on peut remarquer qu'il s'agit d'une équation différentielle ordinaire qu'on peut résoudre pour obtenir l'expression de la transformée de Fourier de la solution en termes de ces fonctions trigonométriques, et les coefficients a et b peuvent être déterminés en utilisant les conditions 2 et 3. En effet, la deuxième condition, c'est-à-dire la position initiale, permet d'exprimer le coefficient a en fonction de la transformée de Fourier de f, c'est-à-dire on applique la transformée de Fourier à la position initiale f par rapport à x, et puis on remplace le t par 0 en utilisant cette relation.
pendant que la relation 3, qui représente la vitesse initiale, permet d'appliquer la transformée de Fourier pour exprimer le coefficient b, et puis on remplace le s par 0 dans cette expression pour trouver que le b est nul. Par la suite, on peut réduire l'expression de la transformée de Fourier de u sous cette forme, ce qui permet d'appliquer la transformée de Fourier inverse pour récupérer l'expression de la solution de notre équation. À partir de là, on peut décomposer la fonction cosinus en fonction exponentielle complexe en utilisant la relation d'Euler. Ensuite, on utilise les propriétés associées à la modulation d'une fonction en termes de la translatée de la transformée de Fourier. Et également, on utilise la formule d'inversion pour récupérer les fonctions originales f. Et finalement, on applique la définition de la translatée de la fonction f pour avoir l'expression finale de la solution de notre équation.